Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Frontal. 2025 s'en est allé, 2026 s'en vient. Donc meilleurs vœux à tout le monde pour cette nouvelle année qui démarre. Nous venons donc d'achever le premier quart du XXe siècle et nous entamons hardiment le second avec la somme de tous les enjeux qui attendent. Dans une année, nous aurons un autre gouvernement, nous aurons avancé sur bien des chantiers, ou pas. Et nous aborderons le tournant pour aller vers 2030, cette date barrière porteuse de tant de projets et d'événements. Malgré la colère exprimée par les jeunes en octobre, les perspectives sont encourageantes, avec une croissance prévue à 4,5% en 2025 et un peu moins en 2026. Mais les défis sont grands et les attentes encore plus nombreuses. Le chômage doit reculer, le prix de bien des denrées essentielles doit baisser, les secteurs de l'éducation et de la santé doivent s'améliorer. Mais ça est évidemment bien plus facile à dire qu'à faire. Et celui qui va le faire sera un nouveau gouvernement, car 2026 est une année électorale, on le sait. Tous les partis politiques s'y préparent et fourbissent déjà leurs armes, ce qui nous conduit à nous interroger sur l'actuelle alliance et sur les possibles futures coalitions pour former un exécutif issu de législatives qui seront largement ouvertes aux jeunes et aux femmes. Une année importante donc vient de commencer. Nous essayerons d'en saisir les contours essentiels avec nos invités. Mohamed Zouar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de publication de yabiladi.com. Marhaba. Reda Mohsin, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique à Finance News. Donc on va y aller, on va faire une rapide rétrospective de ce qui s'est passé en 2025 pour mieux ouvrir les perspectives de 2026. Mais avant, je vous propose de regarder ce sujet préparé par la rédaction. Une année chasse l'autre, comme toujours, mais cette fois, celle qui s'ouvre s'annonce particulièrement dense, marquée par plusieurs rendez-vous majeurs. Les élections législatives prévues à l'été 2026, les évolutions du dossier du Sahara marocain ou encore le mondial organisé aux États-Unis. Mais avant de se projeter, il faut refermer 2025 et en tirer les enseignements. Une année contrastée, dominée par des paradoxes. D'un côté, une croissance économique encourageante, proche de 4,5%. De l'autre, des tensions sociales fortes, exprimées en octobre par une jeunesse qui réclame une éducation de qualité, un système de santé à la hauteur et une gouvernance renouvelée. Entre les succès sportifs, mondial U20, Coupe arabe, trophées remportés et la mobilisation des jeunes à l'automne, un constat s'impose. 2026 sera placé sous le signe de la jeunesse. Une jeunesse plus exposée au chômage, plus confrontée aux bouleversements technologiques et donc plus exigeante. Logiquement, elle devrait jouer un rôle central dans les prochaines élections. D'autant que les règles évoluent. Institutionnellement, la voie est désormais plus ouverte pour permettre aux jeunes de se présenter sans passer nécessairement par les partis politiques. Leur percée dépendra aussi du devenir de la majorité actuelle, dont les composantes affichent toutes leurs ambitions pour la primature. Combien de temps cette alliance tiendra-t-elle encore ? Comment chacun des partis reprendra-t-il sa liberté ? Et quelle place pour une opposition encore fragmentée mais de plus en plus audible ? Enfin, cette dynamique économique amorcée depuis 2022 pourra-t-elle se poursuivre en 2026 et est-elle suffisante pour répondre aux attentes sociales ? Politique, économie, sociale, sport, l'année qui s'ouvre s'annonce intense. Reste une question centrale, avec quel gouvernement et pour quelle trajectoire ? Nos invités tenteront d'y répondre. Retour plateau. Une réaction rapide, Mohamed Zouar. Alors, on peut dire que le bilan économique de ce gouvernement est mi-figue, mi-raisin. Sur les données macro, on voit qu'il y a évidemment des choses très positives, que ce soit l'organisation de la CAN avec les grandes infrastructures, mais plus globalement, les différentes infrastructures qui ont poussé, qui ont émergé, les investissements directs étrangers aussi, qui se tiennent plutôt bien, les exportations, que ce soit l'automobile, les phosphates, ou bien même au niveau des services, le tourisme, les transferts des MRE. Donc on est plutôt sur des données macroéconomiques qui sont positives, avec un taux de croissance du PIB entre 3 et 4% en fonction des années. Dernièrement, on est plus à 4,5%. Donc on est plutôt sur une dynamique assez positive après des périodes de vaches maigres. Mais là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau de ce que ressentent les citoyens. Que ce soit au niveau de l'inflation depuis la guerre en Ukraine, donc la cherté des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, qui ont connu une hausse assez sensible, assez considérable. Le chômage qui n'a pas baissé, au contraire, qui a même légèrement augmenté, et notamment les populations les plus touchées, à savoir les
jeunes, notamment les jeunes diplômés, où il y a un taux de chômage qui est beaucoup plus important, le double, voire même plus que la moyenne nationale, et des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors on se souvient que lors des élections de ce gouvernement, de cette majorité gouvernementale, il y a eu une promesse, notamment le premier parti, le RNI, c'était de créer 1 million d'emplois. Alors, on va y arriver. On va y arriver. Donc, on a vu que là, il y a une grosse déception. Et donc, c'est vraiment dans le ressenti de nos concitoyens où il y a... La perception de ce qui a été fait. Il y a une déception. Les promesses n'ont pas été tenues. Reda Mohsin. Bon, moi, j'irais presque dans le sens de Si Mohamed Zouak. Globalement, au niveau macroéconomique, les fondamentaux sont bons. La croissance, elle est solide. Surtout après une année de sécheresse, donc une croissance à 4,5, et il aurait pu être beaucoup plus élevé s'il avait plu suffisamment l'année dernière. L'inflation a été maîtrisée, le taux directeur stabilisé, et aussi les réserves de change qui sont particulièrement élevées au Maroc. Je crois qu'ils s'établissent à 425 millions de dollars, donc on a encore 5 mois de réserves pour pouvoir importer. Mais comme mon collègue l'a dit, le problème, c'est que ces chiffres ne se traduisent pas dans le réel pour le Marocain lambda. C'est-à-dire que pour lui, le pouvoir d'achat reste assez limité. Le taux de chômage est très élevé. Il y a aussi au Maroc un problème de compétitivité de l'économie marocaine. L'économie marocaine n'est pas assez compétitive, donc elle ne crée pas assez d'emplois. Et ça, c'est un problème que même M. Mzour l'avait expliqué récemment, qu'il faudra régler pour justement résorber ce taux de chômage qui est endémique et élevé. Alors, malgré tout ce qui se dit et qui s'écrit sur ce gouvernement, comme vous l'avez souligné tous les deux, il y a des avancées incontestables. On ne peut pas renier ça. Mais pour autant, on peut reprocher un certain nombre de choses au gouvernement, comme par exemple la mise en pratique, la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. Mais de l'autre côté aussi, on peut lui trouver des circonstances atténuantes à ce gouvernement qui a démarré avec Covid, qui a eu une guerre sur les bras, heureusement pas ici mais en Ukraine, qui a une sécheresse donc depuis 6 ans, pendant 6 ans. Est-ce que les critiques ne sont pas quand même un mauvais procès qu'on fait à ce gouvernement, malgré le fait qu'il n'y ait pas une perception positive au niveau de la population? Les choses ne se font pas en un jour, on le sait bien. Non, bien sûr, c'est évident que le contexte international joue beaucoup. On est dépendant quand même énormément de l'Europe, par exemple, en termes de marché, donc pour les exportations, pour le tourisme. Malgré ça, on voit que certains secteurs vraiment surperforment. Les exportations se tiennent plutôt positivement. Je pense que là où il y a un hiatus, c'est vraiment au niveau d'un discours, d'une posture politique, de promesses qui sont en contradiction avec l'existant et le vécu de nos concitoyens. C'est-à-dire que sur l'inflation, on ne peut pas mentir aux citoyens, même si, bien sûr, depuis un an, ça a ralenti, ça s'est atténué, mais clairement, les citoyens souffraient de l'inflation, de la cherté de la vie. On a vu avec les manifestations des jeunes aussi qui pointaient certains problèmes. Alors là aussi, bien sûr, on peut dire que des infrastructures hospitalières mènent du temps à pousser, à sortir de terre. On sait qu'il y a le CHU à Blimel. Elles ont poussé. Alors voilà, il y a différents projets effectivement qui sont en cours, mais les gens sont dans une urgence. Et donc il suffit d'une étincelle, ce qui s'est passé à Agadir, dans l'hôpital d'Agadir, où il y a eu plusieurs femmes en couche qui sont décédées, je crois 8, dans un moment très rapproché. C'est ça qui a été un peu l'étincelle et qui a embrasé cette jeunesse qui peut-être avait déjà aussi d'autres motifs de contestation. Donc oui, ça prend du temps. Les réformes prennent du temps. Il y a besoin d'avoir à la fois des chantiers qui s'accélèrent. On le voit sur les infrastructures, ça marche. On voit que des stades ont pu sortir de terre en l'espace d'un an, en 2 ans. Et donc on sait que quand il y a du volontarisme, quand il y a une pression en termes d'agenda, le Maroc est capable de mettre en service des infrastructures très importantes. Donc pour les hôpitaux, c'est le cas. Agadir, d'ailleurs, le CHU a été inauguré il y a quelques semaines, quelques mois. Mais il y a encore des besoins. C'est-à-dire que la population a besoin d'un système de santé fiable. En tout cas, les exigences, le niveau d'exigence a augmenté. Le développement du Maroc fait que les citoyens sont de plus en plus exigeants. Donc selon vous, les critiques sont plutôt justifiées
malgré les évolutions. Et bien sûr, il ne faut pas évidemment nier les évolutions, mais on doit, et c'est notre rôle, en tout cas déjà en tant que journaliste, de pointer les choses, les trains qui arrivent en retard. Ouais, voilà, nous les journalistes, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. La critique est toujours saine dans un pays qui se veut démocratique. Moi, j'ajouterais juste deux choses. C'est vrai, il y a une croissance assez respectable, mais le problème, encore une fois, c'est la répartition de cette croissance. Et je ne dirais pas une répartition sociale, mais plutôt une répartition géographique. La croissance est plutôt visible dans les grandes villes où il y a des chantiers, Casablanca, Rabat, Marrakech, mais si on part un peu plus loin, dans Darat Filal, dans d'autres régions, on va dire qu'elle est moins visible, cette croissance. Autre chose aussi, c'est le manque ou la mauvaise communication de notre classe politique, ou surtout de la majorité. Certes, il y a des résultats, des avancées, mais on a l'impression que cette majorité ne sait pas communiquer sur ces résultats, ne le fait pas, ou en tout cas ne le fait pas régulièrement. Elle le fait, mais elle dit que tout va bien. Mais on ne l'entend pas. Ce n'est pas Si, on l'entend très bien quand on entend Aziz Akhannouch parler ou certains de ses ministres, tout est fait. Quand on entend les chiffres qui sont alignés, tout est fait, tout est bon. C'est peut-être au niveau de cette communication. Peut-être aussi que, justement, par rapport à la communication, c'est qu'il y a un discours qui est un petit peu en mode l'anzine, comme on avait l'habitude de dire avant. Voilà, très institutionnel et en mode tout va bien. Or, quand on a un discours qui est plus ancré dans la réalité, c'est-à-dire, écoutez, on a du retard sur ce chantier. Dans telle région, le CHU va avoir du retard, malheureusement. Mais nous avons réussi, et d'ailleurs on l'a vu, le ministre de la Santé, après le drame qu'il y a eu à Agadir, a commencé à communiquer beaucoup plus sur les ouvertures d'hôpitaux provinciaux, de centres de santé, et bien évidemment le CHU, les chantiers en cours des autres CHU, Blimilel, etc. Et donc on voit tout de suite qu'il y a eu une prise de conscience. Et d'ailleurs, c'est une des critiques qui a été faite par Sa Majesté lors de l'ouverture de la session parlementaire, où il avait parlé de ce Maroc à deux vitesses, il avait réitéré ses propos sur le Maroc à deux vitesses. Alors on va y arriver au Maroc à deux vitesses. Donc je voudrais maintenant passer à une question qui est assez, autour de laquelle beaucoup d'encre a été coulé, c'est la régression des droits et de l'éthique avec le gouvernement Akhannouch. On reproche à ce gouvernement pas de texte sur l'enrichissement illicite, pas de texte sur le conflit d'intérêts, la société civile, on en parlait hors antenne, les fameux articles 3 et 7, la société civile qui n'a pas le droit d'ester en justice contre des élus indélicats, etc. Quel commentaire vous avez à faire là-dessus? Est-ce que ça peut être justifié par quelque chose ou... Moi, je pense, peut-être que le gouvernement estime que ce n'est pas prioritaire, mais ça donne un mauvais signal à la société civile, tout d'abord. Et on l'a bien vu, la réaction d'une certaine partie de la jeunesse en octobre. Donc, tout ce qui est lutte contre la corruption, tout ce qui est, devrait être une priorité pour le gouvernement. Alors, pour la société civile, je rejoins ce qui a été dit. Les associations, la société civile dans son ensemble, jouent le rôle de lanceur d'alerte, ou parfois même de contre-pouvoir. En tout cas, c'est un petit peu le poil à gratter qui vient pour dire là, ça va pas, il y a une urgence. Et on a besoin de préserver ça. Et pour le coup, sur ces 20 dernières années, on a eu une société civile qui a grandi avec ce pays, avec le développement du pays. Et au lieu Ces exigences aussi. Voilà, bien sûr. Forcément. Et parce que les exigences aussi de la population dans son ensemble ont augmenté. Et au lieu de continuer sur cette dynamique, on a voulu la casser. Et c'est dommage. Alors qu'il y a eu beaucoup d'ouverture vers la société civile, les intégrer même parfois dans des consultations, etc. D'ailleurs, le nouveau modèle de développement que vous avez cité tout à l'heure, où la société civile a été associée de manière assez abondante, même dans les régions très enclavées, et ça, c'est une bonne chose. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une volonté, avec les deux articles que vous avez cités, sur une des thématiques où il y a toujours eu une volonté, même si dans la réalité c'était plus compliqué, mais en tout cas il y avait une volonté politique affichée de lutter contre la corruption. Et bien là, en fait, on a l'impression que, mais en fait, cette société civile, ces associations, nous posent problème parce qu'elles pointent certains élus, parfois de notre parti, parfois de l'opposition, mais ça crée un climat de suspicion et donc, au lieu de montrer de la transparence, de montrer qu'il y a une justice qui travaille. D'ailleurs, il y a une justice qui travaille, je reviendrai sur les chiffres, mais c'était de dire on va couper tout de suite ce mouvement-là, à savoir les associations n'ont plus le droit d'ester en justice contre des élus corrompus parce qu'il y aurait eu tel ou tel dossier dans une commune très enclavée, très loin des yeux des journalistes. Eh bien, cette association qui aurait eu justement ce courage, eh bien, en fait, on lui coupe le droit de pouvoir rester en justice. Quelques chiffres justement sur ça. Oui. Il y a plusieurs députés
qui ont été, alors je crois que c'est 26 parlementaires, qui ont été soit condamnés, soit poursuivis. Ils ont été poursuivis ou ils sont poursuivis au moment actuel. Plus pour des même, faits, je crois, une quarantaine. Ouais, pour des faits de corruption, en tout cas c'était les chiffres d'il y a quelques... sur de la corruption. Et donc là, on voit bien qu'il y a un mal profond qui touche les partis, et on le sait tous. Je veux dire, c'est pas, il existait déjà avant, et là, on le voit clairement. Et au moment où la justice fait son travail, où on est content de voir effectivement des élus, des parlementaires, mais aussi des élus locaux, etc., qui se font prendre la main dans le sac, qui se font condamner, dont le mandat est remis en question, eh bien, on se retrouve avec une loi qui va à l'encontre de ce processus, de cette dynamique. Je dirais que ce signal est d'autant plus problématique que le chef de gouvernement lui-même est issu du monde des affaires. Donc, dans ce contexte, l'exemplarité et la transparence auraient dû être renforcées, justement pour qu'il n'y ait plus de suspicion, quelque chose de très symbolique. Dans la loi de finances, dans le budget 2025, le budget de l'instance nationale de la probité et de la prévention de la lutte contre la corruption avait été réduit. Et le niveau a été maintenu pour 2026. Question directe. Votre perception, est-ce que la corruption, dans votre perception, a baissé ou elle a poussé dans ce pays? Vous savez, même si j'ai l'impression que la corruption a stagné, c'est un problème. C'est ça la problématique. Bien dit, effectivement, elle doit voilà, reculer. donc s'il n'y a pas de signal vraiment positif, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je pense que la corruption... Rapidement, la corruption s'est déplacée. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins présente dans certains pans de notre vie. Par exemple, avec les autorités pour des excès de vitesse, etc. Aussi parce que la contravention est peut-être plus facile depuis quelques années à payer. Il y a un travail de sensibilisation aussi derrière, des deux côtés d'ailleurs. Et la police est aussi qui fait plus attention aux brebis galeuses, et donc on n'hésite pas aussi à pointer quand il y a des faits de corruption. Donc j'ai l'impression qu'il y en a moins par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, mais peut-être qu'il y a sur d'autres pans où il y a des sommes beaucoup plus colossales qui permettent de passer outre certains filtres et certaines règles, par exemple sur des marchés publics ou d'autres. Et c'est là où je pense que la corruption reste encore problématique. Vous en parlez tout à l'heure sur le problème de la santé publique à Agadir, avec le décès de 8 dames, et le ministre de la Santé qui a commencé à s'exprimer, à communiquer, à faire le tour juste après. En octobre, il y a eu ce mouvement des jeunes. D'accord ? À l'époque, ça s'appelait Gen Z, mais c'est plus le même nom. C'était les jeunes marocains qui étaient descendus dans la rue pour contester contre l'état de l'éducation, la situation de la santé publique et aussi les modes de gouvernance, etc. Est-ce que vous pensez maintenant, à 3 mois de ça, ou à 2 mois et demi de ça, est-ce que ça a fait changer quelque chose dans le pays, ou parce que vous sentez qu'il y a eu quelque chose pour vous deux, un changement, une évolution, un changement de... Même si je vous ai donné un début de réponse avec le ministre de la Santé. Oui, le ministre de la Santé, comme je le disais, essaye de communiquer beaucoup plus. Il sent qu'il a une pression, il sent qu'il y a un besoin. Mais globalement, est-ce que ça a fait changer les choses? Mais je pense que ça va devenir un sujet majeur dans le débat politique pour les élections législatives. C'est une évidence. C'est-à-dire que le social et l'économique, mais là, sur ces deux éléments, c'est l'éducation et la santé, ça va devenir un enjeu stratégique. C'est de bonne guerre. L'opposition va dire, vous n'avez rien fait sur ce dossier. Eux, la majorité, les partis de la majorité vont dire, mais non, écoutez, nous, on a ouvert tel CHU, etc. On a amélioré certains indicateurs. Ce n'est pas suffisant, nous devons continuer à travailler. Mais c'est clair que ça va être un enjeu primordial. C'est-à-dire qu'en fait, ces manifestations ont servi d'alerte, de signal d'alerte pour remettre au centre du débat non pas juste certaines performances économiques macro, mais sur le social, sur le vécu. Écoutez, nous avons des problèmes dans différentes régions, avec les hôpitaux, l'accès à l'école, et il n'est pas normal que nos enfants n'aient pas de prof, n'aient pas de classe, on doit faire 3 km à pied, mais les choses ont commencé quand même à évoluer. L'un des premiers effets, tout d'abord, c'était... on a l'impression qu'il y a eu une anticipation de la campagne électorale. Dès les premiers jours des manifestations, les partis de la majorité, ou la majorité, on l'a senti fissuré. On a senti le PAM avec Fatem Zahra Mansouri qui est sorti, qui a déclaré
on avait l'impression qu'elle a pris un peu ses distances avec la majorité. D'autre côté, on a vu M. Baraka, qui a été le premier qui a répondu présent dans un plateau télé. On a senti que là, bon, chacun essayait de jouer son propre... De tirer la couverture exactement. à lui. Mais politiquement, c'est-à-dire sur ce que revendiquer les jeunes, la santé, l'éducation, Hakama, etc. C'est sur du temps long. Alors, on va entrer en 2026, qui est une année électorale. Et dans les élections, c'est à peu près dans 8 mois, on le sait. Et nous avons une coalition, RNI, PAM, Istiqlal. Est-ce que cette coalition, selon vous, je commence par vous, Mme Mohsin, cette coalition, d'après vous, vous lui donnez combien de temps encore à exister? Moi, je pense qu'elle va terminer tout d'abord son mandat. Oui, c'est ce qui se dit, oui, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Il n'y a pas de raison pour qu'il reste encore 8 mois. Mais bon, moi, je ne pense pas qu'elle sera maintenue telle qu'elle pour le prochain gouvernement. Bon, j'estime que... C'est-à-dire que selon vous, les 3 partis vont arriver soudés, malheureusement, tels qu'ils l'ont été depuis 4 ans, aux élections. Ils n'ont jamais été vraiment soudés, les partis de la majorité lors de ça reste une ce coalition. mandat. Une coalition numérique, mais pas idéologique, où il n'y a pas de programme, le programme commun sur le papier, mais on l'a vu avec les réactions après les manifestations d'octobre. Donc, à mon avis, si le RNI remporte les élections, à mon avis, il est encore favori, parce que l'appareil, on va dire que... je ne pense pas qu'ils vont reprendre les mêmes partis pour constituer la même majorité. C'est une impression que j'ai. C'est une question de résultat législatif. Vous en pensez quoi, Mohamed Zouar? Oui, je pense que chaque parti de la coalition a intérêt à jouer sa propre partition. Alors, est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver unis, soudés, c'est-à-dire que sans déclarer, on va pas sauter le gouvernement, ni ouvrir le panier, dissoudre le Parlement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais à 5, 6 mois, 8 mois des élections, comme vous le dites, chacun va commencer à jouer sa partition, et c'est ce que j'appelais un gouvernement qui se disloque quelque part, une coalition, pas un gouvernement, qui se défait. Dans une tendance très lente, c'est une sorte de divorce à l'amiable ou de séparation pendant une certaine période, pendant la période de la campagne législative. Et puis peut-être que le couple va se reformer. Alors, pour le coup, ça va être un couple à 3 qui se reformera. Peut-être qu'il y aura d'autres invités, d'autres partis invités dans la coalition. En tout cas, je pense qu'il y aura un jeu aussi de poker menteur. C'est-à-dire faire ramener un ou deux autres partis pour montrer que ce parti-là n'est pas indispensable dans la coalition. Mais je disais, chacun doit jouer sa partition, a intérêt à jouer sa propre partition, tout simplement pour, éviter de prendre... de supporter le bilan et donc de risquer d'avoir moins d'élus aux élections législatives. Donc certains vont se laver les mains en disant la santé c'était pas nous, l'éducation c'était pas nous, sur l'économie regardez on a bien fait ça, sur l'habitat on a bien fait ça, etc. Et donc chacun va essayer de sortir ses marrons du feu pour nous notre parti on a bien fait. C'est pas ce qui se passe déjà depuis le mouvement de jeunesse d'octobre, on a l'impression que chacun essaie de tirer ses marrons du feu. Même un petit peu avant, c'est-à-dire que mais c'était silencieux, c'est-à-dire que vous allez avoir un Nizar Baraka qui ne va pas être en confrontation avec le RNI, mais qui ne va pas défendre l'action gouvernementale. Donc c'est plutôt par défaut. C'est une sorte de... c'est à vous d'aller défendre votre beefsteak. Ça s'est un petit peu fait avec les jeunes, les manifestations des jeunes, avec, comme on a vu, des partitions qui déjà... on a vu Mme Mansouri qui a dit oui, tout n'est pas parfait. Nizar Baraka qui effectivement a eu le courage d'aller sur un plateau de télé. Mais en parlant de lui, en parlant de son parti. Et ça va s'accentuer. C'est-à-dire que plus on se rapprochera des élections législatives, et plus vous allez avoir des partis qui vont montrer leurs différences par rapport à la coalition et s'éloigner justement du bilan gouvernemental, en tout cas tout ce qui ne les concerne pas. Si vous devez être fâché, vous devez être fâché avec le chef du gouvernement et avec son parti. Nous, on veut justement tirer profit de notre expérience gouvernementale. Et puis bien sûr, l'opposition va taper sur la majorité, va taper sur le RNI, va taper sur le PAM, va taper sur l'Istiqlal. C'est de bonne guerre. Et ensuite, il y aura des coalitions qui vont se refaire.
est-ce que le mouvement populaire, est-ce que l'USFP pourrait être un parti éligible pour le RNI? On se souvient à l'époque avec Ben Kellen où c'était Arnouch qui avait insisté pour avoir l'USFP au sein du gouvernement. Donc il pourrait y avoir des sortes de vieilles, surtout que c'est toujours M. Lachgar qui est à la tête de l'USFP, il pourrait y avoir des anciennes alliances qui pourraient être remises au goût du jour pour essayer d'affaiblir les trois grands partis qui font partie de la coalition et qui ont une large majorité, qui ont eu une large majorité pour ce moment. Alors avant d'arriver, oui, malheureusement, je voulais juste rebondir sur quelque chose, c'est le taux d'abstention. Si le taux d'abstention est élevé, comme c'est malheureusement prévisible, les résultats des élections ne seront pas les conséquences de la campagne électorale. On sait comment ça se passe au Maroc, on sait comment les voix sont gagnées. Donc à mon avis, l'enjeu principal, c'est de pousser ces jeunes-là, ceux qui ont manifesté. Donc l'appel à la participation massive. Pour essayer d'influer sur le cours des élections. Alors, concrètement. moi je voudrais que vous m'expliquiez une chose. On a une coalition, une alliance majoritaire, faite par entre trois partis, comme vous l'avez dit Reda Mohsin, que rien ne lie idéologiquement ou qui ont peu de liens idéologiques entre eux. En face, on a une opposition qui est émiettée, complètement dispersée. Et tout ce monde-là va aller aux élections. Est-ce que vous arrivez à y trouver de la clarté, surtout que les enjeux sont différents, on va y arriver, surtout que les règles électorales ont changé? Je ne comprends pas comment vous pouvez expliquer que c'est clair, quoi. On va arriver jusqu'aux élections, on va présenter un programme, mais c'est normal qu'il y ait une participation qui soit basse comme ça. C'est clair, même idéologiquement, même s'il y a des partis qui se disent de gauche, sont-ils vraiment de gauche? Des partis qui se disent libéraux, sont-ils vraiment libéraux? Donc, il y a une culture politique au Maroc qui n'est pas claire. Et un jeune Marocain qui manifeste et qui voit ce qui se passe ailleurs dans les pays développés où un parti de gauche est vraiment de gauche, il voit qu'au Maroc, ce n'est pas la même chose. Mais moi, j'ai un problème avec cette nomenclature. Gauche et droite. Oui, et même ça aussi, ça, c'est gauche un problème. Et droite, c'est quelque chose qui est importé chez nous. C'est pas véritablement ni notre culture, ni notre histoire, ni notre culture historique, ni rien du tout. Moi, je pense plutôt que la ligne... Pardon ? Oui, on l'a vu dans la coalition qui était très bigarrée. Je vois plutôt, c'est le moins qu'on puisse dire, je vois plutôt une ligne de fracture qui serait sur le côté progressiste, conservateur, traditionnaliste, moderniste. C'est peut-être à partir de là qu'on peut voir les choses. Et même ça, c'est compliqué quand oui, c'est compliqué. Le RNI, par exemple, est à la fois dans du libéralisme économique, progressiste sur certains aspects et en même temps très conservateur sur d'autres. Pas trop, le PAM est beaucoup plus en avant. Voilà, oui. Mais c'est pour dire que, par exemple, le RNI, comment le placer? C'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal, comme Reda Mohsin, j'ai beaucoup de mal sur le positionnement idéologique des partis. On a vraiment l'impression, et même d'ailleurs dans le choix des candidats, la question viendra, mais on a vraiment l'impression qu'on est beaucoup plus dans une gestion de candidats qui n'ont pas forcément, d'ailleurs on le voit avec la transhumance, des gens qui vont changer d'étiquette juste parce qu'on sait qu'ils sont capables de remporter les élections dans telle circonscription, et on va les prendre, alors qu'ils ne sont pas du tout alignés sur l'idéologie supposée de ce parti. Et donc pour moi, j'ai plutôt l'impression que les partis sont quand même des auberges espagnoles d'un point de vue idéologique, et on préfère prendre quelqu'un, même s'il n'est pas du tout historiquement aligné avec nos idées, on va le prendre parce que ça nous permet de gagner face au parti d'opposition. C'est une question de culture politique. Est-ce que l'électeur marocain lui-même est sensible à l'idéologie d'un parti? Lui, c'est pas son problème que le parti soit progressiste ou pas. Donc nous, on n'a pas cette culture politique. Ça a été le cas, Reda Mohsin. Pendant plusieurs dizaines d'années, ça a été un vote pour les partis du mouvement national. Opposition. Bon, c'était une opposition à l'époque. Voilà. C'était le vote démocratique. Koutla démocratique, Koutla national, etc. Et puis, il y a eu aussi le PJD qui avait un vote de parti. Oui. Donc ça ne veut pas dire que le public marocain ne s'inscrit pas dans une logique de parti, mais peut-être que les partis ne fonctionnent pas tels qu'ils devraient l'être, peut-être avec cette question d'aller chercher des machines électorales, les gens qu'on a appelés des notables, un terme qui a été péjorativisé, alors que ce n'est pas péjoratif d'être notable, pas du tout, mais peut-être c'est peut-être dû à ça, non? Si on remarque, si on repart des élections des années 90 où il y a eu l'alternance, et si on les compare au PJD en 2011, les Marocains sont allés voter pour un parti clair d'opposition. Où vous voyez bien qu'il y avait une fracture entre ce parti-là et la majorité ou le système, entre guillemets. Mais ce n'est pas forcément parce qu'il était de gauche ou islamiste. Donc il voulait une certaine rupture. C'est là où je situe, moi, le... D'accord. Alors j'ai parlé aussi des enjeux.
des enjeux de cette élection. Donc, quand on parle des enjeux, en général, quand on parle du mondial, on parle du gouvernement du mondial 2030. Mais il n'y a pas que le mondial 2030. Il y a le mondial, d'accord, mais il y a les grands chantiers sociaux et sociétaux qui sont en cours. Il y a aussi la démographie qui est en train de basculer. On atteint un pic démographique du Sahara. La question du Sahara. Et donc, quels sont les grands enjeux, selon vous, de cette élection à venir? C'est-à-dire, qu'est-ce que devra faire le gouvernement une fois qu'il va arriver là? À quoi il devra s'atteler en priorité? Alors déjà, vous avez bien fait de souligner, le terme un peu marketé ou marketing, de marketing politique de gouvernement du mondial, ça peut causer de graves problèmes, puisqu'on a vu que les jeunes manifestants ont principalement pointé la différence entre les infrastructures sportives versus les infrastructures sociales, santé, éducation, etc. Et donc parler d'un gouvernement du mondial, ça peut être bien pour les journalistes, mais ça peut être contre-productif pour le coup. Je pense que les enjeux seront principalement des enjeux socio-économiques. Le chômage, ça pose un véritable problème. Oui, parce qu'il y aura l'héritage, le bilan du gouvernement actuel, avec un chômage qui est quand même élevé. Bien sûr. Comment on a des jeunes diplômés qui sortent chaque année des universités, des écoles, et qui se retrouvent au chômage pendant une période quand même assez longue, ça pose un véritable problème existentiel pour nous. C'est-à-dire que, à quoi bon faire des études si après je deviens chômeur, alors que mon camarade du quartier, lui n'a pas fait d'études et finalement il arrive à travailler pour le SMIC et ça lui convient. Et donc ça, c'est un véritable problème sur lequel il faut s'atteler. On a vu le ministre de l'Emploi qui essayait de relancer une politique de l'emploi, sachant que, je le disais tout à l'heure, la promesse était 1 million d'emplois. La réalité, c'est qu'on a fait à peu près statu quo. C'est-à-dire qu'en termes d'emplois nets, nous n'avons pas créé d'emplois nets sur 5 ans. Et ça, c'est très inquiétant. Ça veut dire qu'on a fait du statu quo au niveau de la création d'emplois, sachant qu'il y a des besoins et que l'économie est plutôt dynamique. Donc l'emploi, la santé, évidemment. Et là, c'est pas seulement les infrastructures. Il y a un très bon article, une très bonne enquête de nos confrères du Matin, qui a été primé au prix national de la presse, où ils avaient pointé un problème dans leur enquête, c'est la gestion de l'hôpital, elle est gérée par les gardiens. Par les vigiles. Et ils ont eu des témoignages, etc. Chose qui t'a paru dans le mois d'octobre. Et donc on voit qu'il y a des problèmes systémiques, qu'il y a des problèmes de ressources humaines. Les infrastructures, c'est nécessaire, évidemment. Mais il y a aussi des hôpitaux quasiment neufs, mis en place récemment, où il y a des graves dysfonctionnements. Donc ça doit être réglé. Et le ministre de la Santé doit s'atteler à ça. Et puis évidemment, l'éducation, le système éducatif, pour améliorer, on l'a vu dans les classements internationaux, où on se retrouve quand même assez loin dans les classements, et ça aussi c'est quelque chose qui montre nos besoins, nos déficits. Alors d'abord, ce que nous dit Mohamed Zouak maintenant, c'est une variante du nouveau modèle de développement. Est-ce que parmi les grands enjeux dont on ne parle pas, ce serait peut-être de mettre en place, de mettre en œuvre ce nouveau modèle de développement, sans jeter la pierre forcément au gouvernement actuel, parce qu'il y a eu les trois grandes choses qui se sont passées, c'est-à-dire d'abord le Covid, ensuite la guerre et troisièmement la sécheresse. Est-ce qu'il est temps maintenant pour le nouveau gouvernement de penser à mettre en place ce nouveau modèle? C'est évident, et d'ailleurs chaque gouvernement, même le gouvernement lui-même quand il est venu en 2021, il avait clairement annoncé que son programme allait se baser sur le nouveau modèle de développement. Donc moi ça ne m'étonnerait pas qu'il redise la même chose en 2026. Moi j'ajouterais juste par rapport à ce qu'a dit M. Zouak, il y a aussi un autre problème à résoudre, il est en rapport avec la justice territoriale, comme je l'ai dit tout à l'heure, la croissance, oui, mais partagée équitablement sur tout le territoire national. Et puis une autre chose, c'est la scène politique marocaine. Il faut, pour qu'on évite que tous les ans, il y ait un mouvement social comme ce qu'il y a eu en octobre, il faut un renouvellement politique au Maroc. Il faut de nouveaux visages, des jeunes qui soient promus dans des partis politiques ou la naissance de nouveaux partis politiques. Parce que ça, à mon avis, c'est un danger pour la santé politique du pays. Alors, vous lisez dans mes pensées, Reda Mouhsine, parce que la question suivante, c'était sur les nouvelles règles électorales, justement. Alors, les nouvelles règles électorales, c'était un petit séisme dans les corpus électoraux marocains, puisque la voie est ouverte aux jeunes de moins de 35 ans pour pouvoir candidater sans forcément passer par un parti politique. Il y a des facilités aussi pour qu'ils créent leur parti, même chose pour les femmes. Il y aura une liste exclusivement pour les femmes. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui va changer radicalement la donne politique et apporter une réponse à la demande sociale, à la demande populaire? Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
inciter la jeunesse à participer davantage, sans forcément faire partie d'un parti politique. Maintenant, moi, j'ai peur que ceci soit détourné ou contourné par les partis politiques pour essayer eux-mêmes de mettre en avant leurs jeunes notables c'est-à-dire faire une petite tricherie, quoi, présenter quelqu'un de chez eux en tant que SAP, comme on appelle ça en appartenance politique. Mais bon, d'accord, mais en dehors de ça, le risque qu'il pourrait y avoir, ou alors peut-être la nouvelle opportunité qu'il y aura, on ne sait pas si c'est un risque ou une opportunité, c'est d'avoir 10, 15, 20, 30 personnes qui sont là au Parlement, qui constituent 5 ou 10% des parlementaires, enfin des députés, et qui viennent avec leurs idées, qui ne correspondent pas aux idées des autres partis. Comment vous voyez un Parlement comme ça ? Pour moi, c'est une richesse. Pour moi, c'est une richesse. On voit des pays où il y a beaucoup de partis politiques, et c'est des démocraties qui vivent très bien. Au contraire, même des partis politiques avec 2, 3 députés, mais on les entend parfois beaucoup plus que des partis avec un véritable bloc. Moi, à mon avis, c'est bien. Le problème maintenant, regardez le Parlement marocain aujourd'hui. C'est quoi la différence entre les... Non, il faut dire qu'on a une majorité qui est extrêmement forte, de 270, pratiquement de 2 tiers. Mais vous voyez pas, on n'entend pas de véritable voix dissonante, de combat idéologique ou de projet. Si vous avez juste, ne serait-ce que 10, 15 nouveaux députés qui ont des projets différents, ça peut ramener que du renouveau pour... Ça peut créer plus une cacophonie aussi. Avec M. Balafrège, qui était parlementaire, je crois qu'ils étaient 2, il me semble. Voilà, ils étaient 2 et ils arrivaient à porter des combats, qu'on soit d'accord ou pas, mais ils arrivaient à porter des combats. Je pense que de toute façon, la diversité ne peut faire que du bien, la diversité idéologique, la diversité partisane. En termes d'âge, vous avez parlé de ce nouveau code électoral, plus de femmes, plus de jeunes. C'est aussi pour créer un peu de mouvement, parce que l'immobilisme politique, en l'occurrence, tue le débat politique, tue l'image de la politique, qui est une chose noble. Et les citoyens s'en détournent. On l'a vu les précédentes élections, même en réunissant plusieurs scrutins régionales, législatives, on a vu quand même que on a eu un petit sursaut, mais que c'était quand même loin de ce qu'on pouvait attendre d'un scrutin aussi varié. Et là, il n'y aura plus justement cet avantage. On va avoir des législatives. Est-ce qu'on ne va pas chuter comme en 2016 avec un taux de participation très faible, voire même encore moins? Et là, c'est inquiétant pour la vivacité. Ça ne dépendra pas de l'effectif de jeunes qui se présenteraient dans ces conditions. Mais peut-être Parce que les jeunes qui se présenteraient, c'est des gens de leur quartier, peut-être que justement ces jeunes apportent du sang neuf. C'est pour ça que je dis, ces jeunes ont l'avantage que ça. Je ne sais pas si ça va être réel, si ça va vraiment être concret, mais en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que cette nouvelle diversité apporte des gens, parce qu'il y a un lien de confiance, parce qu'il y a une nouvelle voie, parce qu'il y a des nouveaux combats qui vont être portés, et peut-être que ça va redonner de la vigueur politique au débat. Et ça, on en a cruellement besoin. On le voit, comme Sireda l'a dit, au Parlement. On a l'impression que parfois les débats sont soporifiques et on a besoin de vraiment faire bouger le cocotier. Non, dans le monde entier, les débats, je vous rassure, sont soporifiques, sauf parfois quand il y a des coups de gueule qui sont lancés. Non, mais quand vous parlez de Omar Balafrège, je pensais aussi donc, à cet ancien député qui a quitté la politique par la suite, mais ce qu'il faisait, le travail qu'il faisait, le travail qu'il menait, l'action qu'il menait, était plus dans comment dire ça, dans la dénonciation des travers qu'il pouvait y avoir des dysfonctionnements, mais il n'avait aucun pouvoir pour le faire. C'est-à-dire, il venait, il disait ce qu'il avait à dire, et puis il transportait ça sur la société. C'est-à-dire, il rapportait ça à la société. C'était déjà ça de gagner. Oui, mais bon, entre-temps, on perd du temps. C'est-à-dire qu'avec ça, comment vous voyez les choses? Est-ce que ces jeunes pourront se constituer, je crois qu'il faut 10 personnes ou 12 personnes pour faire un groupe parlementaire, 20 pour faire un groupe parlementaire. Est-ce que vous voyez les choses, on fait de la politique fiction? Parce que là, on est devant une réglementation électorale qui est parfaitement nouvelle. Est-ce que vous ne pensez pas que les voix qu'ils auront seront des voix qui seront en retrait de celles des autres partis, et donc peut-être qu'il y a un changement de configuration générale? C'est ce que j'essaie de Écoutez, voir. C'est ce qu'on espère. De toute façon, on ne peut pas prévoir ce qui se passera dans 8 mois, mais on espère bien qu'il y ait beaucoup de petits groupes parlementaires de 11, 12, 15... De l'animation. De l'animation, et qui seront présents dans les commissions, qui font faire entendre leur voix. Donc, Et on peut très bien imaginer une coalition d'un parti
il lui manque peut-être 1 ou 2 députés, même s'il en a assez, mais il pourrait intégrer parce qu'il y a des ponts qui peuvent être trouvés entre 2 et 3 sans appartenance politique et et finalement, c'est les petits groupes comme ça qui peuvent être arbitres d'une majorité, qui peuvent faire et défaire. En général, ils n'ont pas d'enjeu. Quand il y a un grand groupe, que ce soit l'opposition ou la majorité, ils ont des enjeux avec toutes des structures, etc. Des calculs d'intérêt politique que n'auront pas ces gens s'y passent. Sur le code électoral dernier, juste une petite remarque, parce que beaucoup d'associations de Marocains à l'étranger nous mobilisent sur ça. Il y a eu des jeunes, il y a eu les femmes. Malheureusement, même s'il y a eu tout un débat autour de ça et certains partis même qui ont fait des propositions, les Marocains à l'étranger sont les grands absents en termes d'éligibilité au Parlement. Électeurs pas éligibles. Voilà, ça aussi c'est un vieux combat depuis la nouvelle Constitution, enfin même avant, mais depuis la nouvelle Constitution où les Marocains du monde sont préciser que leur droit d'éligibilité est garanti. Malheureusement, il n'y a toujours pas eu, même s'il y a eu des débats, etc., mais il n'y a pas eu de loi permettant leur éligibilité, ou bien avec un collège, comme là, avec les femmes et les enfants. Malheureusement, il faudra attendre encore ça. Alors, restons sur les lois pour une dernière question sur les lois électorales. Avec Voleda Mohsin, l'éthique électorale donc, a été véritablement défendue et posée par les nouveaux textes. Mais est-ce que les partis, bien sûr, applaudissent des deux mains, disent qu'ils sont tous contents, mais ça a toujours été dit comme ça. Est-ce que vous pensez que, vous avez dit tout à l'heure, bon, on sait comment ça se passe au Maroc, est-ce que vous pensez que cette éthique va véritablement être respectée? Moi, je reste sceptique quand même. Voilà, vous voyez sceptique, vous voyez. Non, mais écoutez, franchement, je suis sceptique, mais on verra ce que ça va donner. Pour moi, parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur derrière, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés, donc il y a déjà un travail. C'est vrai qu'il y a une sorte d'opération main propre qui a été menée au Maroc. Écoutez, on espère que ça va faire bouger des lignes et que... Mais vous restez sceptique. Oui. Vous restez sceptique, ça se voit. Mais malheureusement, les partis n'ont pas fait le travail d'aggiornamento ou de reddition des comptes. Quand on voit qu'un élu... Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un parti exclure une personne, un élu parce qu'il était corrompu, d'eux-mêmes. C'est-à-dire sans que la justice soit saisie, sans que le ministère de l'Intérieur intervienne. On a l'impression que vraiment ceux qui sont les gardiens de la probité de nos élus, c'est vraiment ces deux pôles, la justice, le ministère de l'Intérieur. Sinon, les partis sont quand même... c'est même, si tu es capable de me rapporter un siège... signe. Je te signe, tu fais partie de mon parti, tu fais partie de mon groupe, et ça me suffit. Par contre, je n'irai pas fouiller sur tes comptes de campagne ou sur comment tu as accédé au pouvoir, etc. On ne va pas trop chercher dans le détail. Et c'est ça qui est malheureux, et c'est ça qui décrédibilise les machines partisanes, les partis politiques. On a l'impression qu'ils préfèrent ramasser un maximum d'élus, quelle que soit leur crédibilité, leur éthique, leur probité, plutôt que de faire un ménage qui demande du courage, mais se dire, nous n'acceptons pas des élus corrompus, des élus qui feraient des manœuvres, qui pratiqueraient certaines manœuvres délétères. C'est finalement la justice et le ministère de l'Intérieur qui... C'est assez inquiétant que vous disiez ça tous les deux, parce que vous êtes tous les deux journalistes politiques, donc vous êtes en contact avec des politiques. Je suis aussi en contact avec des politiques. Je crois avoir décelé une volonté de... débroussailler un peu, si j'ose dire, les choses comme ça. C'est-à-dire que oui, une décision a été prise, ça fait longtemps qu'on le dit, maintenant il y a un corpus électoral qui est là, il y a des textes, de nouveaux textes, maintenant on va y aller. Est-ce que vous y croyez vraiment? Moi j'ai entendu ça, vous n'avez pas entendu ça dans vos contacts avec les politiques? Rien? Vous êtes très sceptique. Non, mais c'est bon. On verra dans la pratique. Moi je peux pas, on peut pas savoir dès maintenant. Mais si dans la pratique, le ministère de l'Intérieur... lors des élections ou lors de la juste, s'il y a des bons signaux durant la campagne électorale, peut-être que là, peut-être qu'il y aura du changement. Peut-être. Moi, je pense que ce discours existe depuis très longtemps. On n'a pas attendu, justement, les nouvelles lois, le code électoral, etc. Ce code électoral, tout le temps, les partis disaient « Oui, nous sommes un parti de la probité ». On a dans les discours, à chaque fois, des grands mots, beaucoup d'emphase dans les discours politiques sur la lutte contre la corruption. On a vu que le budget de l'instance, déjà, a stagné. On a vu que certaines lois n'allaient pas dans ce sens-là. Moi, comme Thomas Daquin, il faut d'abord qu'on voit. Et puis le choix des candidats sera aussi et je pense que révélateur. Et le choix des candidats, mais aussi les pratiques au sein des partis. Lorsqu'il y aura un parti qui exclura un élu, quitte à perdre un siège
ou 2 sièges et exclura des élus parce qu'ils estiment que la direction du parti, le bureau politique, estime qu'ils ne sont pas éthiques, ils ne sont pas en phase avec l'éthique du parti, eh bien là, on pourra dire qu'effectivement, il y a eu un changement et que la dynamique, avec toutes ces condamnations et ces poursuites d'élus, a fait du bien sur les mentalités des leaders politiques. Alors, la question rapide avant d'arriver à la dernière, parce que celle-là, c'est l'avant-dernière. Vous en parlez tout à l'heure des territoires. Les programmes de développement territoire intégrés ont été confiés à l'intérieur depuis plusieurs mois déjà. Est-ce que ce n'est pas, ça a été dit par Sa Majesté clairement d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de récupération électoraliste. C'est clair. Hein, à mon avis, mais ça veut dire que maintenant, alors il y a une logique à avoir. Si c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe, de la manière dont on sait c'est-à-dire qu'il va sur le terrain, qu'il va essayer de récupérer toutes les informations et puis de les mettre en œuvre. J'ai vu ça, par exemple, à Casa, ça veut dire que le gouvernement ne fait plus rien. Écoutez, à quelques mois, à mon avis, c'est une bonne chose. Surtout que ça arrive. C'est en fait une ouverture vers une campagne électorale qui n'a toujours pas lieu. Peut-être qu'on attend la CAN, qu'elle se termine. Je pense, vu que le ministère de l'Intérieur a un appareil quand même administratif assez solide, il sait faire le job, et je pense qu'à quelques mois des élections, mieux vaut que le ministère de l'Intérieur garde la main sur cela. Ça tombe bien avec l'efficacité qu'on lui connaît. Oui, on l'a vu déjà à l'époque avec Ben Kéran sur les aides sociales, où il y avait une volonté de ne pas instrumentaliser, et donc on préférait temporiser parce qu'il y avait une échéance électorale. Je pense que là aussi, l'objectif, c'est de ne pas mélanger et qu'il n'y ait pas une prise en otage, entre guillemets, prise en otage ou une dépossession de ce grand chantier pour le bien d'un parti plus qu'un autre. Peut-être que c'est temporaire. Peut-être, et il faudrait, en tout cas, pour avoir quelque chose de sain, il faudrait que après ces élections législatives, qu'il y ait une redistribution des responsabilités par rapport au programme de désenclavement, de rééquilibrage territorial et d'une politique économique et sociale plus équitable pour assurer l'essor des régions enclavées, des régions montagneuses, des régions rurales, puisqu'on en a besoin. Ça a été dit dans le discours royal à la fête du trône, et c'est une urgence. On l'a vu avec les jeunes qui ont manifesté. C'est pas que dans les villes, même si c'est plus les jeunes des villes qui ont manifesté, c'est aussi les petites communes qui se taisent, mais qui ont des déficits énormes pour le coup. Parfois, aucun centre de santé. Et on l'a vu, voilà, ce que j'allais dire, c'est les marches. On a vu que là, pour le coup, avant même les jeunes, on a eu des villageois qui ont marché des dizaines de kilomètres. Et ils sont allés où? Ils ne sont pas allés devant le siège d'un parti. Non. Ils sont allés devant ce qui représente le ministère de l'Intérieur. Là où ça se fait. Voilà, donc et ils ont eu la réponse d'ailleurs qu'ils voulaient. C'est la Hamil, le gouverneur, le Wali. Et on a une urgence, on a besoin d'avoir un centre de santé, enfin, ou en tout cas des médecins, parce qu'on n'a pas de médecin, on n'a qu'une infirmière, c'est pas normal. Et ils ont obtenu gain de cause. Et donc on a besoin, dans l'urgence, que le ministère de l'Intérieur, effectivement, gère ça, mais qu'il faudra qu'ensuite redistribuer, parce que les partis politiques, on ne peut pas le faire sans les partis politiques, il faut redonner aussi la place aux politiques. Alors, il nous reste 3 ou 4 minutes, on ne va pas faire une émission sans parler de la CAN, forcément. Alors, on va laisser les résultats, on ne va pas parler des résultats. Les Lions de l'Atlas, ils mènent bien leur parcours. Le commentaire sur l'organisation, sur la fluidité, sur l'ambiance générale. Alors, tout le monde a fait plein de vidéos. Moi, je trouve que c'est un quasi sans faute. Sauf quasi parce qu'il a plu quand même un peu presque tous les jours. C'est bien, c'est bien pour l'agriculture. C'est pas notre faute, c'est très bien. En plus. Mais on en a besoin. C'est bien pour l'agriculture et tout. Mais non, franchement, j'ai rien à dire. Toutes les stades sont magnifiques, les pelouses sont magnifiques. On voit de la fraternisation entre des supporters de plein de pays. Surtout entre Algériens et Marocains. Donc ça permet aussi de battre en brèche tout ce que disent certains ou tout ce qu'auraient pu dire certains par rapport à ça. Et puis voilà, quoi. Et puis espérons que ça continue comme ça. Oh, on va espérer, il n'y a pas de raison. Oui, une organisation qui donne une magnifique image du Maroc, en tant que nation de football d'abord, mais aussi en tant que pays qui vraiment a pris à bras-le-corps le développement des infrastructures. C'est ce qu'on disait en début d'émission. C'est-à-dire que le Maroc n'a pas à rougir sur le développement des infrastructures, qu'elles soient sportives, en l'occurrence pour la CAN, ou plus générales, les ports, les chemins de fer, etc. Et vraiment, on sent que c'est un Maroc qui est en marche. Et là, ça donne une magnifique image pour le Maroc, une magnifique image pour l'Afrique,
puisque la CAN est retransmise dans beaucoup plus de pays qu'avant. Les gens répondent présents, il y a une très bonne ambiance. Les supporters des pays étrangers sont agréablement surpris. Les Européens qui sont là sont agréablement surpris. Et clairement, encore ce matin, je voyais, c'est un stade de... alors je ne sais pas si c'est du football américain, je crois, qui est inondé d'eau parce qu'il y avait de fortes pluies en Californie. Et Karata qui nous rappelle un certain souvenir, souvenir. C'était jadis. Voilà, qui sont avec Karata et qui poussent l'eau. Et nous, en fait, avec des stades, avec une nouvelle technologie qui permet justement d'absorber cette pluie abondante, eh bien, on voit qu'il y a vraiment, on est vraiment au top des infrastructures sportives et en termes d'organisation. Il n'y a pas que les infrastructures, encore une fois. C'est ça, parce que l'organisation, c'est la place des forces de sécurité, l'organisation au niveau des transports. Bref, c'est bien sûr l'hôtellerie, etc. On sent vraiment qu'il y a une mobilisation de toute une nation, qui a une volonté réellement de montrer cette image moderne du pays, avec des efforts qui sont faits. Je crois qu'il y avait par exemple l'ONCF qui accorde une réduction pour ceux qui ont leur Fan ID, etc. Donc il y a vraiment une volonté que les gens qui viennent visiter notre pays pendant cette CAN repartent éblouis en se disant en fait, plus jamais nous n'accepterons d'avoir une CAN qui soit moins bien organisée que ça. En fait, nous méritons d'avoir un événement sportif, des infrastructures sportives et non sportives qui soient au même standard qu'en Europe, qu'en Amérique, qu'en Asie du Sud-Est, parce qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui que les Marocains, les Ivoiriens, les Sud-Africains, les Tanzaniens n'aient pas accès à ce niveau de qualité d'infrastructure. Donc je trouve que c'est vraiment un super point à mettre au bénéfice du Maroc et du gouvernement, puisque c'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui met en œuvre. En un mot, 2026, optimiste, pessimiste? Optimiste. Très optimiste. Je pense même que les prévisions de croissance du PIB seront dépassées, je l'espère, et je pense qu'avec la pluviométrie et le développement de différents secteurs, je pense que ça pourrait être bien plus. La paix en Ukraine, et là, ce sera une bonne chose. Mohamed Zouar, Reda Bouhsine, merci d'avoir aidé avec nous, merci d'avoir apporté vos éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une fois, meilleurs vœux et à la semaine prochaine.